Je vais vous raconter la chanson de 12 FPS. On est un podcast d'animation, ouais. Let's go! On a pris des micros et puis on commence à parler de films d'animation. En 2D, en 3D ou en stop motion. Oh, je joue du banjo. On est Jean et Robin et en fait on travaille dans l'animation. Un jour on a pris un micro pour deux mais ça marchait pas très bien. Alors on a pris plusieurs micros de meilleure qualité pour vous parler. Yeah! Et maintenant on vous poste un épisode toutes les 2 semaines. Enfin des fois c'est pas toutes les 2 semaines parce qu'en fait on n'a pas le temps parce qu'on travaille, on a des vies aussi alors c'est pas toujours facile. Et oui voilà. Et aussi, oui, on a plein d'invités, Mélanie, Sacha, Olivier, Ségolène, Romain, j'en oublie certainement, il y avait aussi Lily, Alexis, Marion et d'autres personnes que voilà. Bon. Je peux savoir ce que tu fais ? J'improvise une chanson, enfin là, j'écris la chanson au fur et à mesure que je la chante, quoi. Non, arrête. Ouais. Y a rien. Non. Y a pas de musique, y a pas de mélodie, y a rien. Non, mais c'est pas... Tu cesses. Elle est nulle ta chanson. Bon, bah ok. Vous êtes dans 12 FPS et aujourd'hui on va vous parler de Fantastic Mr. Fox. Hé, rapido! Ouais, Resmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Lorsie, je suis content. Et ton bras. Efficace la potion. Y mettre quoi dedans? La rivière Coaco. On connaît bien, hein, on y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de Fantastic Mr. Fox, film en stop motion de 2009, réalisé par Wes Anderson, coécrit par Noah Baumbach, d'après le roman du même nom de Roald Dahl. Même nom, Fantastic Mr. Fox, pas Noah Baumbach, ça n'a aucun sens, sinon. Il n'a pas commencé. Au doublage en français, Mathieu Amalric qui double Mr. Fox, Isabelle Huppert qui double Mrs. Felicity Fox, Alexis Thomasian qui double Ash, Patrick Flohersheim qui double Badger, entre autres. Le film a été nommé aux Oscars, Golden Globes, BAFTA, il a gagné aux Annie Awards pour l'écriture et surtout, prix du public et cristal du meilleur film à Annecy. Voilà. Incroyable. Ça faisait longtemps. Voilà, un vrai retour aux sources dans ce podcast. Avec moi pour parler du film, Robin. Qui ça ? Toi. Ah, bonjour, bonsoir, comment allez-vous ? Bah ça va, il fait froid, mais ça va. Ça va. Donc le reste de l'équipe est toujours en grève, du coup ils sont interdits de participer. Voilà. Et Robin va nous résumer le film du coup. Putain, alors, je vais le faire avec cet accent ici. Non, Non, vraiment pas. Non, c'est l'histoire d'un renard qui capture et qui en fait séquestre des poussins. Non, pardon, ça, mauvais film, j'ai confondu. C'est l'histoire d'un renard qui coach un loup pour qu'il soit une meilleure... Mauvais film aussi, pardon, je les mélange tous. Putain, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Non, bah, attends, je vais la faire. C'est l'histoire d'un renard qui vole aux riches pour donner aux... Non. Non, ça aussi, c'est l'histoire d'un renard Oui. qui arrête pas de faire des blagues à un lapin et... Non, C'est lourd. C'est lourd. C'est donc l'histoire d'un renard qui en fait fait des cambriolages. Oui. Et qui, au tout début du film, voilà, on le voit en train de faire des cambriolages avec sa compagne. Et sa compagne tombe enceinte, donc elle lui demande d'arrêter et de revenir à une vie normale pour avoir une vie plus posée parce qu'on va avoir des enfants. Donc on ne veut plus vivre dans Exactement. dans ce marasme et ce stress. Donc il décide d'arrêter. Mais lui, on se retrouve donc 15 ans plus tard. Et en fait, on se rend compte qu'il est triste là-dedans, qu'il n'est pas d'accord avec ça et qu'il a besoin de cette pulsion de chasseur, cette pulsion d'animal sauvage, on y reviendra. Donc il reprend les casses et il reprend les cambriolages et pour aller cambrioler les 3 plus grands fermiers qu'il y a autour de lui qui décident tous les 3 de se liguer absolument contre lui, sauf que ça ne va pas impliquer que lui tout seul et sa famille, ça va en fait pénaliser toute la faune autour de lui, donc les putois, ses amis, les opossums et tout ça. Et donc sous terre, ils vont se retrouver vraiment bloqués et ça va donner lieu à un combat contre ces fermiers. Voilà, donc en gros, c'est ça la grosse trame, en gros. C'est bien. En gros, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Ok, ben notre avis sur le film. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? T'as aimé? Ah oui,
Oui, Oui, oui. En fait, Ouais. je l'avais vu très petit. Enfin, très petit, je l'avais vu à l'époque. C'était quoi, 2005, 2006 la sortie 2009. 2009. Ouais. Je l'avais vu. Et j'étais un peu comme une rame d'ordinateur. C'est-à-dire, je l'ai écrit et dans la seconde, je l'ai effacé. Et en fait, quand on en a reparlé pour le podcast, j'ai fait purée, je l'ai vu, je l'ai en DVD à la maison, mais je ne me souviens de rien. Donc en fait, je l'ai complètement redécouvert là pour le podcast. En fait, j'avais une image complètement biaisée. Et surtout, je pense que j'étais biaisé parce que le dernier animation de Wes Anderson que j'ai vu, c'était Isle of Dog, que j'ai vraiment pas aimé. Du coup, j'avais vraiment une réticence à y retourner. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, beaucoup mieux que Isle of Dog. Du coup, c'était cool. Mais faut aimer la réalisation de Wes Anderson, sinon on a vraiment c'est du sûr, mal à ouais. rentrer dedans, à accrocher. C'est l'écriture des personnages, la mise en scène et tout ça, elle est vraiment très très différente de ce qu'on a l'habitude. Et toi? Moi, je l'avais vu, je pense, à peu près au moment où on est rentré au Gobelin. Ok. Donc, il y a 2015, longtemps 2016. quand même. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, 7 mais ans, c'était quand quand même pas très frais. Ah, ça, merci de me le rappeler. C'est pas très frais non À plus. 30 ans, Jean. Ouais. C'est pas très frais non plus, mais j'avais quand même quelques souvenirs, donc je l'ai Enfin, revu. c'est pas très frais ton souvenir ou le film n'est pas très frais? Me souvenir. Ah, d'accord. Et en fait, c'était sympa. C'est bizarre en fait. Ouais. C'est toujours la même truc avec les films de Wes Anderson. Au début et tout le long du film, je suis là. Putain, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Il est vraiment bizarre ce mec. Et après, à la fin, je fais. C'était quand même cool. Donc là, c'était ça un peu. C'était quand même cool. Au regard des autres films stop motion qu'on a vus récemment, c'est raide quand même. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de ça. On n'a plus l'habitude de ça, je dirais, Oui. peut-être. Ça reste quand même vachement Mais bien fait. c'est un des. Parce que ce qu'on a un peu la thématique qu'on avait des films stop motion qu'on a abordé, Ouais. c'est que souvent ça abordait des problèmes sociaux durs, genre Mary and Max et tout. Ouais. Bon, à part Paranormal ou ça, où mon Laïka, c'est vraiment un truc à côté. Mais là, c'est vraiment aussi, ça raconte une histoire adaptée du master des livres pour enfants qui est Ouais, Roald Dahl. Roald Dahl, C'est le ouais. deuxième Roald Dahl qu'on adapte. C'est le deuxième, on a fait James et la James. paix géante. et Bah, en maintenant, même temps, on il fait- n'a pas été beaucoup adapté au cinéma, on va en parler. Pourquoi? Bah, quand même. Il y a Mathilda, il y a. En film d'animation. Ah, en film d'animation. Oui, non, ok, effectivement. Mais ouais, non, c'était cool. Comment dire, le fil du film, c'est très réel. Comme tous les trucs de Wes Anderson, t'as l'impression que tu peux toucher l'écran et que tu vas sentir les Oui, mais en matériaux. plus, tu vois tous les poils qui bougent tout Ouais. le temps, là. Exactement. Et du coup, c'était vraiment pas mal. T'as vraiment ces sensations-là où les sets sont beaux et tu as l'impression que c'est comme un jeu d'enfant que tu pourrais jouer toi avec. Ça raconte une histoire qui est très poétique. Il y a un fond assez intéressant. Mais il y a quelques peut-être petites longueurs. Mais j'étais quand même content de le revoir. La BO est superbe. Mais la BO, super. Des plats, encore une fois. Son Mais premier je suis film d'accord qu'on a du mal à d'animation. rentrer dedans un peu. Ouais. Tous les Wes Anderson, Ouais. tu as vraiment du mal à rentrer dedans, puis t'as pas le temps d'entrer dedans que c'est fini, tu fais c'était bien, c'était vraiment cool, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Ouais. Puis c'est sa manière de mettre en scène les cadres, le mouvement des caméras très linéaire. Enfin, il va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris à pas faire, mais il le maîtrise à la perfection, ce qui fait que Exactement. ça devient sa patte, c'est vraiment créative. Mais il est, Si on a ouais, vu Charlotte, en fait, parce que Charlotte c'est est une ça. grosse fan de lui, Oui. elle aurait pu nous en parler, mais bon, là, malheureusement. Fait la grève aussi. On a fait la grève aussi. Elle fait une grève au soleil, elle. C'est ça. Ok, mais coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Et c'est toi qui commences, c'est toi en premier. Oui, moi je vais aborder c'est un petit passage très court, mais que j'aime beaucoup, qui est le dialogue entre le renard et en fait il y a plein de passages que je voulais prendre, mais celui-là m'a beaucoup touché. C'est où le renard en fait remet en cause métaphysiquement qui il est en parlant à Kylie. Kylie, ouais, je pense. Pourquoi j'ai pris ça? Bah, déjà parce que la remise en question métaphysique, je trouve que c'était une bonne façon de l'amener, une bonne question, parce que il y a toute cette question au long du film entre Mr. Fox, il est dans le contrôle. Il aime tout contrôler, il aime que tout soit carré, mais en même temps, il n'arrive pas à repousser au fond de lui sa nature qui est une bête sauvage de renard et qui, comme il le dit, il va le dire, vous allez l'entendre, il va avoir une poule dans la gueule, quoi. Et en fait, j'aime bien la relation qu'il y a avec Kylie, parce que Kylie, il arrive dans l'histoire un petit peu, donc c'est un opossum, un opossum. Un opossum, ouais. Et du coup, il y a plein de trucs aussi qui sont drôles avec lui. C'est qu'un opossum. Parce que le film se passe en Angleterre, mais les opossums ou les possums, c'est que en Amérique du Nord ou en Australie. Donc il n'y en a Ouais. pas en Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'à la fin, sa carte de crédit, qui est une Gold, c'est une World Traveler. Parce Oui, qu'il a oui, tra- oui, oui. Donc, il y a tout un truc là-dessus qui est vraiment bien. Mais en fait, j'aime bien ce personnage de Kylie parce que c'est le seul du film à l'écouter sans le juger et à jamais vraiment aller à l'encontre de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Mais il le fait se remettre en question. Et en même temps, je trouve qu'il décrit aussi les troubles de l'attention parce qu'il a tout le Ouais. temps ses yeux en spirale. Et des fois, tu l'entends dire OK à un Non, c'est moment. parce où qu'il fait le mort aussi.
Oui, c'est parce qu'il fait le mort, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc où il parle aussi des troubles de l'attention quand t'écoutes quelqu'un Ouais. qui parle tout le temps. Et des fois, si tu regardes bien, des fois, il y a des moments où il fait une ligne de voix où il dit OK. Là, un moment où il a pas du tout à dire OK, juste pour faire croire à son interlocuteur qu'il écoute. Mais en fait, il écoute pas du tout, il a complètement zoné autre part, tu vois. Donc, j'aime beaucoup cette conversation parce que Renard, là, il est vraiment en train de se poser des questions métaphysiques. Et en fait, Kylie, il est tellement déconnecté et loin de tout ça. Il a pas autant cette profondeur émotionnelle qu'il le comprend pas. Et en même temps, je trouve que ça va rebondir avec ton extrait qui va être avec le loup, spoiler. Mais tout ce truc de la nature et tout ça, et revenir à l'état sauvage. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce passage. La musique est super, la mise en scène, elle est vraiment cool, elle est vraiment simple. Ça se passe de nuit dans un arbre, super beau. Puis c'est juste avant le casse, en fait, le gros casse. Donc, c'est vraiment sympa qu'il y ait cette douceur et cette vulnérabilité. Ah, vulnérabilité. Oui. Avant le casse, Ok. parce qu'après le casse, ça devient vraiment quelque chose où là il est en contrôle, il sait ce qu'il fait, Ouais. et l'autre il se fait juste embarquer là-dedans et il a pas le choix, quoi. Qui suis-je, Kylie? Quoi qui Comment ça? Pourquoi un renard? Pourquoi pas un cheval ou un scarabée ou un aigle? Je me pose la question à un niveau existentiel, tu comprends? Qui suis-je et comment un renard peut-il être heureux s'il n'a pas, pardonne-moi l'expression, une poule dans la gueule? Je sais pas de quoi tu parles, mais je sens que c'est illégal. Mais cette cagoule de bandit. Tu dois plutôt faire du M. Enlève-la et la porte pas près de la maison. Et c'est parti. Donc voilà, très court, très simple, très doux, mais je trouvais que ça ancrait pas mal un peu la confusion dans laquelle le renard est, en fait, parce que vraiment, son kiff à lui, c'est de cambrioler, d'aller piquer des poules, ça le fait se sentir vivant, et en fait, le fait que sa femme lui ait demandé d'arrêter le tir, Ouais. et c'est un peu un schéma classique qu'on voit dans les films, genre arrête de faire le con parce que là, on va avoir une famille, et je veux que tu sois présent. Alors, en version originale, il est doublé par Georges Clooney. Ouais. Dans quel film de Georges Clooney il y a exactement le même schéma de vol et que sa femme veut le quitter parce que c'est un voleur et qu'il avait promis de plus voler? Au browser. Non, Ok, ne me dis pas. on en a parlé pour l'épisode d'avant. Ocean Eleven. Ouais, Ah oui, ok. avec Julia Roberts, c'est exactement la même dynamique entre les deux. Ok. Mais du coup, on voit qu'en fait, pour lui, c'est un besoin, en fait. C'est un besoin et qu'en fait, il a besoin de ça pour se sentir vivant. Ce qui va amener à un conflit plus tard dans l'histoire où sa femme va lui dire que non, il n'a pas besoin. Mais lui, il admet qu'il a besoin de se sentir bête sauvage et qu'il est divisé entre ce truc-là tout le temps, quoi. Donc voilà. Et toi, Jean, c'était quoi ton extrait? Ben, je vais pouvoir rebondir là-dessus parce que ça va parler un peu de la même chose. Le contre-pied de ça, c'est plus vers la fin, en fait. C'est adapté d'un roman de Roald Dahl. Et si vous voulez savoir un peu plus d'infos sur Roald Dahl, je vous conseille d'aller réécouter l'épisode sur James et la paix géante où Sacha fait un point quiz sur la vie de Roald Dahl et on apprend plein de trucs. Et notamment, ça n'a pas été facile, donc il a perdu pas mal de membres de sa famille, sa sœur, son père et un de ses enfants. Et sa femme? Et sa femme plus tard, oui. Et donc sa fille est morte et un de ses garçons, il a eu 5 enfants, et un de ses fils a eu un accident, il a dû inventer un système pour réduire la pression sur le cerveau, parce qu'il avait un truc qui s'appelait l'eau dans le cerveau, donc j'imagine que c'est un trop plein de sang ou une pression crânienne trop importante. Ouais. Et donc il a écrit ce bouquin juste après, en fait, ça. Juste après que sa fille soit morte et après que son fils ait eu l'accident. Et en fait, c'est un peu un bouquin sur comment être le père de famille protecteur, comment protéger sa famille. Et parce que lui, il pensait avoir échoué à ça, en fait. C'est comme ça qu'il se voyait. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tout ce truc de je vais tout faire pour mettre en sécurité ma famille, même si je fais des erreurs. Je vais aller les mettre sous terre. Ah, mais maintenant, il faut que je leur donne à manger. C'est moi qui dois gérer tout. Je vais aller chercher les poules. Et en fait, il fait de plus en plus d'erreurs. Et ce que je trouve bien, donc moi, je vous parlais de l'extrait où, en fait, il rencontre le loup en repartant de l'énorme bataille qu'il y a avec les fermiers. Ouais. Et c'est une grosse scène d'action, il se passe plein de trucs, ils sont en moto, c'est à toute vitesse, et d'un coup, il y a l'opossum qui dit « Regardez là-bas », enfin il dit « Ne vous retournez surtout pas ». Et du coup, évidemment, il se retourne, et il y a un loup. Et tout le long du film, Mr. Fox, il nous dit « J'ai la phobie des loups ». Et il y a l'opossum à chaque fois qui dit « Ah, un loup !» Et en fait, tu fais « Comment ça, un loup ? Il n'y a pas de loup, pourquoi tu... Arrête de dire ça, j'ai la phobie des loups ». Et tu sais, tout le long, je fais « Mais pourquoi il a la phobie des loups ?» Et à la fin, on voit le loup. Et je fais « En fait... » Il a la phobie des loups parce qu'un renard, c'est censé avoir peur des loups. On l'a vu, c'est un prédateur, tu vois. Et c'est son côté animal, comme tu dis. C'est le retour à son côté animal. C'est normal pour un renard d'avoir peur d'un loup parce que c'est un renard. Et là, pour la première fois, il confronte le loup, en fait. Et là, en face de lui, il se rend compte qu'il n'a pas peur vraiment. Il lui dit « J'ai la phobie des loups ».
il le dit au loup. Et il lui parle, et il a pas peur, en fait. Il a plus peur. Et en fait, il a accepté de plus être pour moi, à ce moment-là, juste un renard et de juste s'occuper de sa famille. Alors moi, je l'ai pas du tout compris comme ça. Vas-y, donne-moi ton interprétation. Moi, j'ai compris que le loup symbolisait l'animal sauvage. Ouais. Et que lui a accepté de plus être un animal Ouais, c'est ça. sauvage. Ce que je te dis, c'est qu'il il le laisse partir, en fait. Et qu'en fait, il a pas la phobie des loups. Il a la phobie d'accepter sa partie en lui Ouais, d'animal sauvage. En fait, on peut le voir comme ça. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à parler. Ouais. Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Ouais. Le seul truc qu'ils communiquent, c'est quand ils mettent le poing en l'air pour dire c'est je te ça. soutiens. Mais il lui parle anglais, il lui parle latin, il lui parle français. Et le loup ne lui répond jamais parce que ils sont pas du même monde, ils sont pas du même bois en fait. C'est Et comme parce ça que qu'il j'ai compris, quoi. il est détaché de son côté animal et il a enfin accepté ça. Voilà, Je vais arrêter d'être mon côté animal et je vais m'occuper de ma famille maintenant. Et je vais être avec eux. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils sont dans le supermarché, il fait le toast, il dit bah, je suis bien content d'être avec vous. C'est un peu le côté de home is where the heart is. Donc ta maison est là où est ton cœur. Que je trouve beau, en plus la morale est super belle à la fin. Ouais, bien sûr. Et du coup, il y a ce côté-là. Et en plus, ce côté-là, bon, c'est très Wes Anderson, Roald Dahl. Et c'est complètement hors du temps, hors du film. C'est un moment de poésie. Il y a la musique en plus de Desplat qui démarre. Là, c'est super beau. Puis surtout, ils ont fait un bras animal, un bras humain, un loup. Ouais. Ça fait chier, les Avec gars. un point. Quand il lève le bras et que t'as le coude et tu fais mon Dieu, c'est trop bien. drôle. Ouais, mais les enfants, ils comprennent pas trop. Puis tu sais, tu comprends pas trop l'interaction au début. C'est la première fois, là, je me rappelle la première fois que je l'avais vu, ça m'a pas marqué plus que ça. Puis là, en le revoyant, j'étais là. Ok, donc il y a vraiment beaucoup de sous-couches de lecture dans ce. Mais toujours dans les Wes Anderson. Ouais. C'est toujours comme ça. Ouais, puis là, en plus, comme c'est du Roald Dahl, c'est très. Ouais. C'est très particulier, ouais. Bon, on écoute. Mais d'où vient-il? D'où venez-vous? Que faites-vous ici? Canis lupus? Vulpes vulpes? Je crois qu'il ne parle ni français ni latin. Do you think we're in for a hard winter? Je lui demande s'il pense que l'hiver sera rude. Il n'a pas l'air de savoir. J'ai la phobie des loups! Quelle magnifique créature. Souhaitez-lui bonne chance. Bonne chance là-bas. C'est beau. Ouais. Mathieu Amalric est très bon, on parlait du doublage, et c'est drôle parce que quand il dit Do you think we're in for a hard winter? Et qu'après il dit la phrase en français, en anglais c'est exactement les mêmes phrases mais inversées du coup. Mais du français à l'anglais. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, en fait, je pense que c'est aussi la génération du père, c'est la génération qui a dû se poser la question de. Parce que les enfants n'ont pas l'air d'être dans le même conflit. Comme si les enfants, ils sont nés dans ce truc de on a renié notre instinct sauvage. Ouais, un peu. Ce qui finalement rejoint un peu ce que Zootopia avait fait. Mais. C'est vrai. Bah ouais, d'ailleurs c'est clairement inspiré de Zootopia ce film. Non, mais tu sais, bon voilà, mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est cette génération-là du renard qui a dû se reposer la question de qu'est-ce que je veux être, et du coup, c'est pour ça qu'il est toujours dans cette dualité et ce conflit, et dans une division permanente, en fait. Mais c'est un super beau moment, très, très solennel et tout. Le loup, il bouge à peine, enfin, tu vois juste ses poils bouger au vent. J'adore la séparation qu'ils ont faite avec la neige, où vraiment, tu vois, le loup, il est dans le froid, Ouais. la neige, c'est à la forêt, puis eux, ils sont dans un truc beaucoup plus chaud, mais c'est pas une ligne nette. Ouais. Genre, la neige, on dirait qu'elle a arrêté d'un Il y a coup, beaucoup là. d'effets très comme ça 2D dans les décors, très à plat. Mais donc les doubleurs, moi j'aime beaucoup Mathieu Amalric là en doubleur, ça marche vraiment bien. Il y en a beaucoup de très très bons dans le film en fait. Oui. C'est assez cool. Hubert, elle est vraiment bien aussi. J'avais Hubert, hein, évidemment. Le doubleur du blaireau aussi là, qui est un énorme doubleur de cinéma qui double notamment beaucoup Ed Harris au Ça, c'est cinéma. Wes Anderson dans la VO. C'est lui, hein. Ouais, je crois, ouais. Et sa femme, elle fait. Je sais plus. Sa copine a fait Agnès, Ah oui, c'est ça. la camarade de classe de H. Le rat, c'est le doubleur de Hades Oui, c'est ça. et de Nicolas Cage aussi, évidemment. Son fils, c'était. Comment il s'appelle Justin Timberlake. c'est vraiment le doubleur de Justin Timberlake, je déconne même pas.
Non, le fils du renard, c'est qui le doubleur? J'ai oublié son nom. Alexis Thomasian. Ouais, voilà, lui c'est Fry dans Oui, Futurama, oui, c'est c'est le gars de Scrubs. Enfin, Ouais. il a fait des Il en a fait milliards un et des milliards. Il était vachement jeune quand il a de fait ce doublage. film-là. Oui, mais il a commencé à 6 ans, Ouais, lui, il a hein, commencé très tôt. très 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 tôt. Ouais. Bah, il y a du talent en tout cas. Moi, le gamin, c'était un de mes persos préférés. Son Le fils. cousin, le Non, fils. son fils, ouais. Mais moi j'aime bien aussi la dualité, la douceur qu'il y a là-dedans, parce que finalement, dans l'histoire, il y a son cousin qui débarque parce que c'est aussi cliché un peu facile. Le cousin il vient à la maison parce que ça se passe pas très bien avec ses parents. Bon là, malheureusement, son père est malade. Et du coup, tu te rends compte que le cousin il a des habilités physiques Ouais, c'est ça. incroyables. Genre, et il donc, fait du kung-fu, du karaté. Ouais. et le fils du renard, en fait, cherche la reconnaissance du père tout au long du film, qu'il lui donne vraiment qu'à la fin. Parce que son père voulait pas le voir parce qu'il n'était pas assez bon en athlète. Il était pas Parce assez bon qu'il est athlète. pas, oui, il est pas comme. Il est pas comme sauvage, lui. Il est en pas fait. sauvage. Il a pas ce côté, truc-là. ouais. Et du coup, j'ai bien aimé parce que la relation quand le cousin arrive, le fils de base, il est jaloux. Jusqu'à ce qu'en fait, tu te rends compte qu'il est plein de tristesse. Et quand il le fait dormir sous la table et tout, le moment de réconciliation avec le train, il n'y a pas de dialogue, il fait juste descendre, il active le train, puis d'un coup, ils se remettent à garder le train. Et c'est tout. Et la relation, elle est apaisée pour le reste du film. J'ai trouvé ça vraiment simple et élégant de résoudre ça comme ça, en fait, juste avec un moment où, oui, Ouais. des enfants, en fait, se pardonneraient aussi simplement C'est en ça. s'asseyant et en partageant un moment sympa, quoi. Ouais, exactement. Et il y avait un autre moment dont je voulais parler, mais je l'ai pas pris parce que c'était moins intéressant, je trouvais. Mais c'était le combat entre le Mr. Fox et le rat, où c'est tout en strobe avec l'électricité. Ah ouais, Dans les égouts, c'est super beau. C'est bien. Hein. Ouais, C'est ouais. bien, c'est Ça de la m'a fait belle penser silhouette. à un film d'action de gangster avec comment il s'appelle le gars qui a joué avec Drive, qui a joué dans Drive, Ryan Gosling. Ryan Gosling, et il y avait aussi Sean Penn dedans. J'ai plus le nom, c'est un truc de gangster qui est sorti il y a quelques années. Ah oui, Gangster Squad. Ça, et à un moment il se tape et t'as Ouais. que des flashs de pistolet. Il est pas mal ce film. T'as ouais. que des flashs de pistolet et t'as juste des arrêts Oui, sur oui. image en silhouette. Oui. C'est vraiment, Il ça est m'a cool. vraiment fait Et penser à ça. juste avant ça, il y a la mère qui prend une espèce de chaîne et qui la fait tournoyer. J'ai eu des vibes de The Mitchell. Ah ouais. Genre avec la mère. J'étais là, oh, ok. Ouais. On peut passer à la potion magique. La potion magique. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? Et la potion magique, la mienne, la meilleure, la voici. C'est pas cher, pas cher. Moi, je vais vous parler de la stop motion, encore une fois, mais cette fois de Wes Anderson. C'est une stop motion qui est très différente de celle qu'on a l'habitude de voir, de celle de Laika, de celle qu'on a vue dans L'étrange donne le Monsieur Jack, de celle de Marianne Max, de celle de... Par contre, c'est le même directeur d'animation. Puisque c'est Henry Selick qui a fait la direction d'animation sur ce film. Et pourquoi? Parce que. Je leur ai parlé sur James et la pêche géante. C'est lui qui avait déjà fait toute l'animation en stop-mo dans Le Voyage aquatique. Ah, Des d'accord. baleines et tout. Bah, il a repris la même parce que c'est aussi Noah Baumbach qui a coécrit La vie aquatique, ouais. Ouais, c'est ça, La vie aquatique, pas Le La vie Voyage aquatique avec ouais. Wes Anderson, c'est Noah Baumbach, donc il a récupéré l'équipe, quoi. Ouais, il a récupéré l'équipe. Et en fait, c'est une stop motion. Alors, déjà, je trouve que la stop motion, pour le style de mise en scène de Wes Anderson, c'est un choix trop intelligent, en fait. Wes Anderson, il a une manière de mettre en scène très carrée. Vraiment, il va jouer beaucoup avec la symétrie. Ses mouvements de caméra, comme je disais tout à l'heure, ils sont très linéaires. Il n'y a pas d'amorti. Tout va être vraiment millimétré au poil pour donner. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on a du mal à rentrer dedans parce que c'est quelque chose où on n'est pas habitué avec. Mais en même temps, ça donne un coup de fraîcheur à comment on peut mettre quelque chose en scène. Mr. Fox aussi, il s'inscrit dans le début, je dirais, de la courbe de succès de Wes Anderson, qui pour moi, son apogée est Grand Budapest Hotel. Après, on a Isle of Dog. Et après, on a l'autre, là, j'ai même pas envie d'en parler. Donc, en fait, vraiment, Mr. Fox, ça commence vraiment à être le succès. On commence à intégrer le style de Wes Anderson. Et il s'inscrit aussi dans sa trilogie sur la famille, donc que sont La vie aquatique, et La famille Tenenbaum, et Fantastic Mr. Fox. Donc là, c'est vraiment la trilogie sur la famille que Wes Anderson a voulu mettre en scène. Et du coup, en fait, cette stop motion, sa manière de gérer les caméras, les lumières et tout ça, ça rajoute une couche à la réalisation de Wes Anderson et c'est vraiment un très bon choix. Et j'imagine que... Alors, je serais très curieux de voir si un jour, il se mettrait à faire un film d'animation en 3D. Et je serais extrêmement curieux, du coup, de voir de ce que ça donnerait parce que en animation 3D, avoir des mouvements, parce que la stop motion, là, ce qui donne, c'est que c'est des mouvements très carrés. Comme l'a dit Jean tout à l'heure, c'est très raide. En 3D,
ça serait vraiment très bizarre et on considérerait ça comme de la mauvaise animation Faudrait que finalement. Ouais, en fait, tu te ferais plus chier qu'avec de la stop-mo. Mais c'est ça. Mais donc en fait, la stop-mo te donne cette raideur facilement, mais en même temps, la stop-mo te donne une surcouche de vie. Comme je disais, les poils qui vibrent, les vêtements qui vibrent et tout ça, parce que tu es obligé de toucher la marionnette pour chaque image, ça rajoute un côté vivant et que tu ne contrôles pas finalement, alors que tu contrôles tout le reste. La caméra, la lumière, l'image, le mouvement, tout est absolument millimétré, mais tu as cette espèce de couche de bruit comme ça par-dessus qui vient vraiment faire la liaison entre tout ça. Donc voilà, c'était un petit point sur la stop motion grâce à Wes Anderson. C'est vraiment une stop motion très différente. Elle n'est pas du tout aussi léchée que celle de Laika. J'imagine, ils n'ont pas animé en 24 images, ils ont animé genre à 12 ou 18 grand max. Il y a des trucs qui sont vraiment très rough au niveau de l'animation où ça saute vraiment, mais c'est pas grave. Et l'autre truc que je voulais faire, c'était des petits fun facts que j'ai remarqué sur le film, que j'ai cherché aussi. Bon, déjà, Wes Anderson, il est fan de Roald Dahl. Donc, grâce à ça, en fait, le premier cambriolage, avant le premier cambriolage, il établit le plan avec Kylie. Et donc, il s'installe dans son fauteuil, il prend une planche, il la met sur les deux accoudoirs, il prend son micro, il prend son carnet. En fait, c'est une référence directe à Roald Dahl qui écrivait comme ça, tous ses romans comme ça. Felicity, la femme du renard, c'est la veuve de l'écrivain. C'est le nom de la veuve de l'écrivain. Ok. Le personnage de Bean, un des méchants des fermiers, il est modélisé sur la tête de Roald Dahl. Complètement. C'est lui. C'est génial. C'est genre en hommage. Quand il y a des inserts du journal dans le film, tous les encadrés, en fait, c'est des extraits du livre. Tout simplement. Trop bien. Écrit en tout petit. Il y a la version audio du bouquin de Roald Dahl que tu peux entendre pendant le cambriolage chez Nathan Boone. L'hélicoptère, c'est l'hélicoptère de Magnum. Le train, quand j'en parlais justement, le train, quand le cousin et le fils se réconcilient, qui font tourner en miniature, c'est le même train que tu vois quelques plans après en grand. En fait. Qui passe derrière. C'est exactement. Juste la perspective changeait. Ouais, c'est ça. Ah, yes. Et il y a un autre truc, c'est qu'il y a Night and Day qui a été joué au piano par une taupe. Et ça, en fait, c'est un hommage à Art Tatum, qui est aveugle et qui a joué ce morceau. Ah, yes. Il y a eu 533 figurines de persos, dont juste 102 pour le personnage. Et il y a une seule séquence qui a été faite en animation 3D, c'est pendant l'inondation de l'Icaria. Ouais, j'avais vu ça aussi. Donc voilà les petits fun facts. Je vais rebondir en rajoutant quelques-uns. Tu parlais de ce côté organique et qui bouge dans les plantes. En fait, tu sais d'où ça vient? C'est qu'ils ont utilisé de la vraie fourrure animale pour toutes les puppets. De la vraie? Ouais. Ils ont le droit. Alors, apparemment, mais c'est pas très vegan, mais ouais, ils ont fait ça. C'était dans les films, ils n'ont pas le droit. C'est Wes Anderson qui voulait faire ça. Ok. Et donc, ils l'ont fait. Et du coup, c'est pour ça, parce qu'en fait, c'était très dur à manipuler pour les animateurs, parce que ça bougeait tout le temps, même s'ils voulaient pas. Tu l'effleures à peine, et c'est tellement dru. Oui, bien sûr. Ça se déforme, et du coup, ça donnait vraiment ce côté-là, très vivant. Et là, alors, je sais pas si c'est aussi de la fourrure animale qu'ils ont utilisée, mais dans I Love Dog, c'est exactement le même rendu. Je pense pas. Je pense qu'ils ont dû réussir à le. Soit alors ils ont utilisé des poils de chien, c'est pas impossible. Après, ça se récupère aussi, je sais pas. Ouais, mais peut-être ils ont allé. Je veux dire, tondre un chien à la limite, mais tondre un renard. Je sais pas. Tondre un opossum. Après, tu sais, trouve un renard mort. Enfin, ça se trouve, quoi. Alors, ils ont enregistré les voix. Ah, ça, c'est super intéressant. Donc, ils ont enregistré toutes les voix hors studio. Ils ont tout enregistré dans des environnements extérieurs. Donc, par exemple, tout simplement dehors, des fois dans des greniers, dans une cave, peu importe, pour avoir en fait un son un peu spécial. Et c'est ça qui rend le son hyper naturel. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, il y a une scène où Mr. Fox parle et il doit crier parce qu'il y a un bruit, il y a un avion qui passe au-dessus. En fait, ça vient d'un problème dans l'enregistrement. Il y a vraiment un avion qui est passé. Et du coup, ils ont dit, on la garde. Ah, trop bien. Parce que c'est une erreur qui rend bien, en fait. C'est drôle parce que donc, le film était réalisé en 2009, mais Wes Anderson a dirigé la majorité du film à distance depuis son appartement à Paris, alors que le film a été fait aux États-Unis, je pense. Et du coup, ouais, c'était un des premiers directeurs en remote qu'on a. C'est un truc qu'on a l'habitude maintenant, tu vois. D'accord. Mais ouais, il a tout dirigé. C'est vrai qu'il vit à Paris. Il vit à Paris, ouais. Et du coup, il a tout dirigé quasiment à distance. Il avait passé très peu de temps on-set. On parlait là du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'adaptations en animation des livres de Roald Dahl. Et bien, en fait, c'est parce que ça marche pas très bien. Là, au niveau critique, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'on sait que James et la Pêche Géante et ce film-là. Ouais, mais James et la Pêche Géante n'a pas non plus été un succès. Mais non, parce que James et la Pêche Géante a coûté 38 millions et on a rapporté 37, donc perte claire. Le Fantastic Mr. Fox a coûté 40 millions, on a rapporté 46, donc c'est pas beaucoup, et en général, ça fait en fait des pertes, parce qu'il y a un peu plus que le budget. Et
il a fallu attendre après 12 ans pour avoir un autre film de Roald Dahl. Roald Dahl. C'est pas 12 ans, mais un truc comme ça. Et bref, c'était Le Bon Gros Géant de Spielberg. Et lui, il a coûté 140 millions et on estime, d'après le Hollywood Reporter, qu'il a perdu entre 90 et 100 millions pour Disney. En même temps, c'est pas le meilleur Spielberg. Hein. Non, c'est ça. Et c'est même le Spielberg qui a le moins bien marché. Et en fait, bon, après, Même Disney s'est Cheval de guerre a rattrapé. rapporté plus. Ouais, c'est dire. Et c'était aussi, donc, j'ai dit, le premier film d'animation d'Alexandre Desplat en tant que compositeur. Il en a fait d'autres après. Enfin, on vous trouvera une liste. J'avoue que j'en ai pas sous la main, là. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bah, Alexandre Desplat, il a pas fait des musiques de jeux vidéo aussi? Ah, il a fait un paquet de trucs. Mais en film d'animation, il en a fait quelques-uns. Mais voilà, c'était son premier. Et c'était une collaboration fructueuse. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Bah ouais, allez le voir. Franchement, ouais. c'est vraiment un très bon film en fait. Ben oui, C'est- en fait. Il y a plein de trucs à dire dessus, il y a plein de trucs à voir dedans et à apprendre. Il y a beaucoup de. C'est très touchant, c'est très. Voilà, c'est sa trilogie sur la famille, c'est le point d'orgue de sa trilogie. Et c'est clair que ça remet en. C'est amené avec des opossums, des renards, des taupes et des blaireaux, mais tout est palpable en fait pour nous en tant qu'humains. Et les thématiques abordées. Enfin, on n'a pas parlé de toute la thématique avec les fermiers aussi, la violence Ouais, qu'ils ont. c'est super violent. Hein. Ouais, c'est super violent, tu vois. Il y a tout ça aussi qui est. Après, c'est le bouquin, je l'ai pas lu celui-là, donc je sais pas à quel point c'est transmis du livre Pas directement. du tout, en fait, parce qu'apparemment, ils interagissent quasiment jamais. Alors, il se fait tirer dessus et il se fait couper la queue par le fusil. Alors, ça aussi, on peut en parler de la queue là. Ouais, c'est affreux. Mais dans le livre, ils interagissent pas ensemble, les animaux et les humains, en fait. Ok. Mais tu vois, Kylie, il n'existe pas dans le bouquin. C'est une invention pure. Ouais, de... bah, le supermarché non plus, d'ailleurs, n'existe pas dans le bouquin. Ok, ouais. Mais ouais, donc voilà, moi, c'est ça, il se fait arracher la queue. D'ailleurs, en part en l'avion balle. dont je parlais, qui passe un moment, Mm. en fait, c'est une pub pour le supermarché, si tu regardes. C'est marqué dessus Beans, Buck et je sais pas quoi, comment ils s'appellent les fermiers. Boons, ouais. Boons Supermarket Coming Soon. Donc, Ah c'est oui, C'est ok. un planté récolté du supermarché. Ok. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a tout ce truc aussi avec la queue où c'est ça, je pense, qu'il lui fait réaliser parce que quand il perd sa queue, il perd Il perd son côté animal. il quoi. perd son côté animal, donc il dit je suis plus un animal sauvage. Et à la Ouais. fin, En fait, il cherche à la récupérer. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il cherche à la récupérer, mais en fait, à la fin, il se rend compte qu'il peut pas la récupérer parce qu'elle est détruite. t'as un des fermiers qui la porte comme cravate. Ouais, c'est Mais à la trash, fin, hein. elle est détruite, mais il la porte quand même dans le supermarché. Il l'a juste Ouais, il a juste rafistolée avec rafistolé des. vite fait. Donc en Ah. fait, il a gardé une partie. Ouais, c'est vraiment très bizarre. Ce truc avec la queue là, mais en même temps, c'est ça qui est le déclencheur. Ou je pense que c'est aussi là qu'il commence à se sentir vulnérable ben il peut Bah ouais. y passer en fait. Ouais, c'est ça. Très facilement et s'il y passe, ben, il n'y a plus personne pour subvenir aux besoins de la famille. Et puis en plus, là maintenant, il y a une boucherie en plus. Enfin bref, voilà. Ouais. Donc non, c'est un très bon moment. Donc ouais, c'est ça que allez-y quoi. Et toi, t'as des trucs à rajouter? J'ai rajouté qu'on va conclure. On conclut. Ok. C'est la fin de ce court podcast. Très court, bah, on n'est plus que deux, hein, donc, Ouais, avec ouais. la grève et tout, tu sais. Ça s'amenuise. Pas content. Est-ce que tu as une recommandation? Ouais, mater du Wes Anderson, ça va vous ouvrir Des des perspectives perspectives cinématographiques. cinématographiques inexplorées. Ouais. C'est peut-être dur au début. Pourront pas tous vous plaire. Moi, je sais qu'il y en a plein que j'aime pas. Ouais, moi c'est clair que Grand Budapest Hotel, c'est Ouais. ma claque. Mm. Mais Moi, j'aime beaucoup Moonrise Kingdom. Je sais qu'il y a des gens qui alors, l'aiment pas. celui-là aussi, oh, qu'est-ce que je l'adore. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi des moments, là-dedans, il y a des moments où bah, c'est un peu. Tu sais, ils se cherchent eux-mêmes en tant qu'ados, Ouais, puis ouais. d'un coup ils s'embrassent et tu fais, je suis pas à l'aise de regarder ça, mais en même Ouais, temps mais en c'est même temps, mignon, c'est c'est des normal, enfants. c'est comme ça que Bah t'es ouais. pas à l'aise Bah de ouais. vivre ça non plus. Et du coup, je trouve que c'est tellement bien retransmis, mais aussi il y a aussi un truc où bon, on diverge complètement sur Moonrise Kingdom, mais le côté vachement adulte de l'enfant, de partir, Ouais. d'écrire à sa compagne des lettres Ouais, très formelles, comme s'il était au front, c'est incroyable. Il y a aussi ces trucs de décalage où il donne une psyché adulte à un enfant, quoi. Donc c'est vraiment ouais. Donc regardez du Wes Anderson, ça va vraiment vous ouvrir à plein de choses.
J'espère que vous avez déjà tous regardé du Wes Anderson au moins une fois. Et ça va vraiment vous nourrir. C'est vraiment quelque chose de nourrissant, de frais, de rafraîchissant. Et du coup, je vous le conseille. Plutôt jamais vu même. Et toi, c'est quoi ta recommandation ? Moi, je vais vous recommander un film, plus précisément un film de Noah Baumbach, donc qui est la personne qui a coécrit le Fantastic Mr. Fox, qui avait aussi coécrit La Vie aquatique, et qui a écrit beaucoup de choses en fait, qui était un scénariste de cinéma pendant longtemps, puis qui s'est mis à la réalisation avec sa compagne qui est Greta Gerwig. Je vais y arriver. Et donc, tu vas dire Greta Thunberg. Greta Gerwig qui a co-réalisé et co-écrit le film dont je vous parlais, qui s'appelle Francesa, et elle joue dedans, et donc elle joue une danseuse moderne, contemporaine à New York, mais qui n'est pas vraiment une bonne danseuse, donc qui se cherche beaucoup et qui se cherche à travers les relations qu'elle a avec les autres. Elle est un peu bizarre, elle est un peu étrange, mais elle est très touchante en fait. Donc tout le film est en noir et blanc, et c'est que des... En fait, la force de Noah Baumbach, c'est les dialogues. Et il a des dialogues très vrais et très percutants. Et il n'hésite pas à faire parler les gens les uns sur les autres et à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Tu disais la dernière fois, là, quand par exemple l'opossum il dit OK au milieu d'une phrase de l'autre alors que ça n'a pas de sens. Mais c'est ça en fait, parce que ça, c'est la vraie vie en fait. Tu sais, des fois, la vie elle n'est pas scriptée. Et ces dialogues, ils ont l'air de ne pas être scriptés. Et c'est super, super bien. Je serais curieux de voir son process d'écriture, quoi. Ouais, moi aussi. Est-ce qu'il fait une passe et puis après il y a il tape plein dedans de vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube ou d'articles sur comment il bosse et des interviews de lui, c'est super intéressant. C'est lui qui a réalisé Marriage Story avec Scarlett Johansson et Adam Driver. Et le dernier film là, que je veux voir, que j'ai pas encore vu, qui s'appelle le White Noise, qui est sur une espèce de famille américaine post-apocalyptique, mais qui sont un peu perdus, tu vois, c'est pas des survivants ou quoi que ce soit, justement, Ok. c'est un peu leur vie de tous les jours en mode post-apo et le déni de la fin du monde, quoi. Ok. La prochaine fois, on vous parle d'insectes. Ouais, deux Ouais, fois même. Deux fois plutôt qu'une. 2 fois d'insectes. Double insecte la prochaine fois pour vous. Vous avez de la chance. Double insecte, double impact. Double impact. Putain, on va l'appeler comme ça l'épisode. Double impact. Double impact d'insectes. On va comparer, on le dit. On va comparer. On va parler Pas comparer. Ouais, on va parler de Mille et une pattes et fourmise. 2 contenders sortis à la même année. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, Allez voir des films d'animation. Bisous.